Vous écoutez Fondation Signature, le podcast. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Chavassieux, président de l'Association du Parc oriental de Molévrier. Labellisé jardin remarquable par le ministère de la Culture, ce jardin japonais, le plus grand d'Europe, compte parmi les finalistes du prix de l'art du jardin 2024 de la Fondation Signature. Passionné d'horticulture et de botanique, Jean-Pierre Chavassieux œuvre à la préservation et à la valorisation du patrimoine vivant. Bonjour Jean-Pierre Chavassieux. Bonjour Julie. Merci de participer au podcast de la Fondation Signature à distance, puisque vous vous trouvez actuellement dans le Maine-et-Loire. Jean-Pierre, comme je le disais en introduction, vous êtes le président de l'Association du Parc oriental de Molévrier, qui se trouve non loin de Cholet. Alors, pour débuter cet entretien, pouvez-vous revenir tout d'abord sur l'histoire de ce parc d'inspiration japonaise qui a été créé, je crois, en 1899 ? C'est tout à fait ça. En effet, à la fin du siècle dernier, ça fait référence aussi à toute la période du japonisme en France et en Europe, de l'ouverture du Japon au commerce mondial et à l'extérieur. Et il y a eu toute une mode en France, en Europe, et le parc en est une des représentations. Il y a eu des bâtiments qui ont été construits à l'époque, mais aussi des jardins, des parcs. Et celui qui a réalisé ce parc, qui était à l'initiative et qui était l'inspirant, est un architecte parisien du nom d'Alexandre Marcel, qui était très connu à la fin du 19e siècle et du début du 20e. Il avait notamment fait l'exposition universelle de 1900 et le pavillon du Tour du Monde, où il y avait des parties sur le Japon. Et il a intégré dans la propriété qui appartenait à sa belle famille, le long d'une rivière, des éléments japonais, entre autres, mais pas que, et créé un parc d'inspiration japonaise en se servant de références qu'il avait pu avoir sur des ouvrages, notamment de la fin du 19e, des ouvrages notamment en anglais, et aussi sans doute des rencontres avec des Japonais qui vivaient en France. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, des caractéristiques esthétiques et symboliques qui se trouvent dans ce parc ? Alors d'abord, c'est un parc qui a été créé, comme on l'a dit, à partir du début du 20e, surtout, et qui a été bien entretenu correctement, on va dire jusqu'en 1940, mais après longtemps abandonné, plus de 40 ans. Et il a fallu qu'une association, la commune qui en devient propriétaire, mais surtout l'association qui en a la gestion, commence à défricher, à faire des recherches sur l'histoire de ce parc pour redécouvrir qu'il était d'inspiration japonaise. Et il a fallu plus précisément une expertise en septembre 1987 d'universitaires japonais, notamment de Tokyo, pour reconnaître ce caractère japonais et à partir de ce moment-là, s'engager dans une reconstitution d'une ambiance de jardin japonais. Ça correspond au jardin de la période Edo au Japon, Edo, la période où Tokyo s'appelait Edo, où il y a eu des grands parcs japonais. C'est le cas ici, ce qu'on appelle un parc de promenade, où on peut flâner, apprécier les différentes ambiances et aux différentes saisons et aux différents mêmes moments de la journée et avec des symboles qui peuvent se rattacher, en tout cas on peut les comparer aux symboles de la vie puisque par exemple il y a une circulation d'eau, la rivière d'est en ouest, c'est la course du soleil, donc le levant c'est la naissance, le couchant c'est la mort et entre ces deux moments, eh bien la vie qui évolue. Voilà en quelques mots. Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir plus de 220 000 visiteurs par an, 230 000 l'année dernière. Et cette association est riche, on va dire, de 110 bénévoles, mais aussi, et il faut, à certains moments de l'année jusqu'à 60 salariés, mais en équivalent temps plein, 35, parce que il faut avoir une activité, une vision, et un engagement professionnel et régulier et quotidien. Alors en 2004 est mis en place par le ministère de la Culture le label Jardin remarquable, un label que vous obtenez dès son lancement. C'est une formidable reconnaissance, j'imagine, pour vous. Comment avez-vous accueilli cette labellisation ? Eh bien, cette labellisation, c'est à la fois un aboutissement et un début. Le fait d'être jardin remarquable, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'être le premier à être reconnu dans toute la région. Ça veut dire que c'est devenu aussi un exemple pour d'autres jardins, sans fausse modestie. C'est un vrai exemple dans le modèle de restauration et la manière dont il est géré et valorisé. Et donc, forcément, ce label est une reconnaissance de tout le travail qui a été fait
dès l'origine de la reprise en main, du défrichage et du travail de reconstitution d'ambiance, pour bien montrer que nous travaillons à la fois dans le respect de la conception et de son origine, en gardant les valeurs premières de ce qui fait un label jardin remarquable. C'est son caractère si particulier qu'on doit respecter et valoriser. Vous avez créé en 2019 un réseau, le réseau des jardins japonais en Europe. Est-ce que cette initiative est née de vos nombreuses visites en tant qu'intervenant sur différents sites et jardins touristiques ? Alors, c'est à la fois un concours de circonstances et un ensemble d'éléments qui m'ont conduit à créer cette association, ce réseau des jardins japonais en Europe. Tout d'abord parce que depuis de nombreuses années, les différentes rencontres que j'ai pu avoir avec des Japonais, des organisations japonaises, mais aussi d'autres jardins en France d'inspiration japonaise, démontraient qu'il fallait absolument valoriser le travail fait par tous, montrer à la fois les différences, à la fois ce qui nous différencie, ce qui nous rapproche, et donc essayer de coordonner, de fédérer nos actions, et surtout de développer et d'améliorer des collaborations que nous pouvons avoir avec le Japon, mais entre différents jardins en Europe. Et démontrer aussi que les jardins japonais sont les premières vitrines de la culture et de l'économie japonaise. Donc démontrer à nos partenaires japonais, aux entreprises, aux fondations et aux ministères japonais quel est l'intérêt d'accompagner les jardins japonais en Europe, et en France en particulier, et le parc oriental en particulier, bien sûr. Alors, 5 ans plus tard, nous sommes donc en 2024, vous participez au concours de l'art du jardin organisé par la Fondation Signature. Vous allez être sélectionné parmi une cinquantaine de jardins remarquables français, mais également belges, et même partager votre place de finaliste aux côtés du Jardin des Cinq Sens à Ivoire, le premier prix étant revenu au Jardin du Lautaret à Villard-d'Arène dans les Hautes-Alpes. Que représente cette distinction, évidemment pour vous et pour toutes les équipes qui travaillent, comme vous l'avez dit, dans ce magnifique parc ? Alors, tout d'abord, si nous avons participé à ce concours de la Fondation Signature, c'est parce que dans l'approche pluridisciplinaire de la Fondation Signature, Oui. et par rapport à ce concours, ça correspond aussi à notre vision des choses liées au parc. Comme j'ai dit, le parc doit être une vitrine ouverte sur la culture japonaise, mais pas seulement, sur la culture en général, les différents arts, qui peuvent être la peinture, le cinéma, la photo, et bien sûr le chant, le lyrique, la musique. Il faut savoir associer et conjuguer les arts. Et ce concours, et la Fondation Signature, y participe pleinement. Et c'est aussi pour ça que nous avons participé. C'est parce que ça correspond à notre état d'esprit, à notre approche, à nos valeurs. Et le fait d'être bien sûr reconnu et récompensé, c'est davantage une reconnaissance et un plaisir. Alors, dans la continuité de cette distinction, le parc oriental de Molévrier figure parmi les 32 jardins remarquables présents dans le livre de collection Jardins remarquables édité par le Centre des Monuments Nationaux et les Éditions du Patrimoine. Ce livre contribue à promouvoir les jardins, à sensibiliser le public ainsi que les décideurs aux enjeux majeurs qui y sont associés. En quoi un tel ouvrage vous paraît-il essentiel, Jean-Pierre ? C'est important dans notre société de mettre en avant tout ce qui concerne le patrimoine, que ce soit le patrimoine bâti, le patrimoine vivant et forcément le patrimoine végétal, les jardins en particulier. C'est nécessaire au travers de cet ouvrage qui a été réalisé. Non seulement c'est nécessaire, mais c'est important de reconnaître et de mettre en avant des lieux, des sites, des jardins qui ont eu cette reconnaissance et qui ont eu une démarche très respectueuse de ce qu'est le patrimoine végétal, patrimoine historique, de la manière dont ils peuvent le valoriser au mieux pour le faire davantage connaître. Et donc, un ouvrage comme celui-ci, ça permet de communiquer, de fédérer les jardins entre eux aussi, de comprendre comment certains ont pu développer et valoriser leurs jardins, et là aussi, servir d'exemple. En tout cas, ce sont la multitude des exemples qui permet à chaque autre jardin de grandir avec sa propre âme, comme je dis souvent, sa propre identité. Ça peut être des références, mais ce sont des exemples. Donc c'est important. C'est un ouvrage qui est important dans l'engagement qu'on peut tous avoir au service des jardins. Et comment souhaitez-vous que le public soit sensibilisé justement à toutes ces questions-là d'entretien, de faire perdurer ce patrimoine ? Comment vous pouvez communiquer via ces ouvrages ou d'autres sur ces questions-là ? Ça reprend les principes mêmes, les fondamentaux ou les objectifs qu'on peut se donner nous au niveau du parc. C'est de sensibiliser le public, c'est de communiquer avec le public, c'est de l'informer, c'est de le former, de l'éduquer. Donc tous ces mots-là, c'est un vocabulaire qui s'adapte à tous les publics, du plus jeune au plus âgé, à toute saison et à tout moment. Et donc forcément,
Quand je dis il faut que ces jardins qui ont ce label-là aient une démarche de sensibilisation, de communication et d'éducation, parce que c'est notre devoir, on est dans la transmission toujours. C'est vrai pour tous les arts, c'est vrai pour tout ce qui est patrimoine. Et donc, on ne peut pas transmettre les choses si on ne sait pas les communiquer et faire des efforts de communication, mais surtout d'éducation. Et le mot éducation, formation est aussi important et même plus important que le mot communiquer. Et donc, des ouvrages comme ça, de mettre en avant des jardins, c'est un des outils. Et c'est le devoir de chaque jardin de le faire. Alors, ce livre de collection Jardin remarquable est destiné à tous les amateurs de jardin. C'est un ouvrage à détenir. Il offre un panorama remarquablement illustré, d'ailleurs, de toutes les typologies de jardins. C'est un très bel objet qui a été édité donc à l'occasion des 20 ans du label Jardin remarquable, et ce, avec le soutien de la Fondation Signature et de l'Association des Amis des Jardins remarquables. Alors, nous allons poursuivre cette conversation en extérieur, toujours pour évoquer cette fois un autre très bel événement. Ce sont les Journées européennes du patrimoine. Vous avez accueilli la première édition du Festival Signature au cœur du mois de septembre 2024. Festival mêlant musique, danse et art du jardin. Qu'aviez-vous envie de transmettre aux visiteurs à travers cette expérience ? À la fois, je veux dire que cette première édition du Festival Signature, d'abord, nous avons été très honorés quand Natalia Smalto nous a contactés et proposé d'accueillir ce premier festival. Oui. C'était un plaisir et un honneur. Et très vite, elle a compris que c'est ce que nous souhaitions aussi montrer. C'est à la fois cette ouverture aux différents arts dans le jardin, mais aussi c'était apporter, avec nos propres moyens, le soutien à la Fondation, à sa mission, puisque nous partageons les mêmes valeurs. Et donc, être le premier lieu à accueillir ce festival, ça correspond à nos valeurs et à notre ambition d'associer les différents arts dans le jardin. Et donc, malgré un temps qui honnêtement n'était pas le meilleur qui soit pour cette première expérience, c'est resté dans nos mémoires, et je pense que à la fois les responsables de la Fondation Signature et les musiciens présents et les danseurs présents ont malgré tout apprécié ce moment qui était unique. Et c'est bien que d'autres jardins puissent le vivre. Est-ce que ça a été un défi pour vos équipes d'accueillir ce festival ? C'est une activité assez nouvelle, j'imagine, pour le parc oriental de Maulévrier ? Défi, oui, mais on aime bien relever les défis. C'est un challenge et c'est là encore, on est dans la transmission, dans le devoir, et on ne le vit pas comme un défi. On le vit comme un prolongement de toutes nos missions. Le défi, oui, mais chaque jour est un défi, si on veut être un peu philosophe. Bien sûr. Donc, voilà. Alors, vous avez eu des retours du public, des visiteurs réguliers de ce parc qui étaient présents lors de ce festival ? Alors, oui, les personnes qui ont eu le courage de venir, parce que comme vous l'avez compris, le temps était vraiment à la pluie. Donc, les quelques personnes qui nous ont fait le plaisir d'être présents ont vraiment beaucoup apprécié. Et j'espère que peut-être un jour, dans d'autres conditions, on pourra accueillir ce même type d'événement. Alors Jean-Pierre Chavassieux, nous allons terminer cet entretien avec un questionnaire léger qui n'en demeure pas moins sérieux pour connaître davantage le parc. Si le parc oriental de Maulévrier était une musique, laquelle serait-elle d'après vous ? Oh là là, j'aurais le choix entre plusieurs musiques. Bon, je vais dire par facilité les 4 saisons de Vivaldi, puisqu'un jardin s'apprécie aux 4 saisons. Donc je vais rester sur cette réponse-là, mais il y a bien sûr beaucoup de musique. J'aime bien aussi le duo des fleurs. Léo Delibes. De Delibes. Bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est aussi une référence de musique classique ou lyrique qui s'adapte bien à la vision ou le sentiment que je peux avoir quand je me promène dans le parc. Alors, un jardin remarquable offre souvent un havre de paix pour les visiteurs, une parenthèse dans le tumulte du quotidien. Quelle autre fonction peut-il avoir ? Oh, tellement de fonctions. À la fois, comme c'est un lieu empreint de sérénité, c'est un lieu où on a l'habitude de dire que le jardin a une âme. Et comme il a une âme identité, ça veut dire que il peut amener nos pensées un peu plus loin que nos pas. Si je sais pas si je m'exprime clairement. Si. Ça veut dire c'est très philosophique, mais oui. Le lieu, un lieu comme celui-ci permet de s'évader, de voyager. Et quand je dis ça, c'est pas uniquement en zone géographique, c'est aussi en termes de réflexion, de pensée. Et les jardins en général, et le parc en particulier, permet ce type de réflexion.
et à la fois de réflexion sur soi-même, la société et le monde qui nous entoure. Sans que ce soit une prise de tête, on s'entend bien, ça doit être naturel cette démarche. Quel mot revient le plus souvent dans les commentaires des visiteurs en quittant le parc ? Apaisant. Apaisant, relaxant. Voilà, ça c'est les mots qui reviennent souvent. Dépaysant. Alors nous allons conclure non pas avec une question mais un souhait. Un seul souhait pour les jardins labellisés et les autres, jardins de France, de Belgique et d'ailleurs. Le souhait, c'est qu'il y ait toujours et davantage de jardins ayant le label remarquable et qu'il y ait toujours et davantage de visiteurs qui puissent les apprécier. Donc ça va de pair généralement. Merci Jean-Pierre Chavassieux. Merci à vous Julie. Vous venez d'écouter Fondation Signature, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant et partagez-le autour de vous. Retrouvez toute l'actualité de la Fondation Signature sur le site www.fondation-signature.org et sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt.